Radio Libertaire 89.5, l'invité quotidien jusqu'à 22h. Et l'invité pour la deuxième fois, c'est Henri Laborie. Bonsoir Henri Laborie. Bonsoir. C'est notre deuxième émission, notre deuxième de la série de 5 que nous ferons ensemble. L'émission ce soir, c'est La Nouvelle Grille. C'est l'un de vos livres de généralisation. Avant cela, je voudrais que nous commencions par des questions d'auditeurs qui ont déjà afflué au standard au 262 90 51. Au standard de la station, avant même que nous commencions, il y en a 3. Je vais vous les poser une par une, il n'y a pas de raison. Concernant l'expérience que vous nous avez contée en fin d'émission mercredi dernier, quant aux populations à Haïti, au comportement, disons, différent d'une autre de nos sociétés, et notamment quant à la propriété des enfants, qui était moins celle des parents que celle de la communauté. Comment expliquez-vous ces différences assez graves, assez sérieuses de comportement ? C'est très simple, c'est qu'on ne sait pas quel est le père. Je prendrai un exemple, j'ai été confié à une femme adorable pour me guider pendant mon périple. Je parle de la Polynésie française et à Tahiti particulièrement. Nous déjeunons, on arrive à midi, on arrive dans un endroit, puis on entre dans une maison, on voudrait déjeuner, on nous a fait asseoir, on a participé au déjeuner. Pendant le déjeuner, il m'a poussé le coude en me disant, tu ne trouves pas que le monsieur qui est là-bas, il me ressemble ? Oh, je dis, je sais pas, mais non, bon, peut-être, enfin bon. Puis le lendemain, nous étions à déjeuner dans un autre coin de l'île, et il me dit, tu ne trouves pas que la fille qui est là-bas, il me ressemble ? Alors je dis, mais c'est une maladie, et tout le monde te ressemble ici. Et ça me semblait curieux. Et il me dit, ben voilà, c'est quand papa attachait son cheval pendant une heure devant la maison d'une vaïnée, on dit, tiens, il y aura un petit, son nom propre, dans 9 mois. Alors on m'a dit que celui-là pouvait être mon frère, celle-là ma sœur. Et alors je voudrais le savoir, parce que c'est amusant de savoir si quand même on a quelques points de ressemblance. Alors effectivement, à partir du moment où la notion de couple n'existe pas, du moins dans la façon dont on le conçoit dans nos latitudes, la propriété de l'enfant, on sait bien qui est la mère, mais il n'appartient pas à un couple. Et à ce moment-là, on comprend très bien qu'il puisse appartenir à un groupe humain. Vous en tirez des conclusions quant au comportement futur du dit enfant ? Est-ce que ça influe ? Quand on les voit, j'assure qu'ils sont par groupe d'âge, c'est très amusant. Tous les enfants de 3 à 5 ans, on les voit courir ensemble. 5 à 10 aussi, puis un peu plus vieux. Et finalement, on n'a pas l'impression qu'ils soient malheureux. Au contraire, je pense qu'il y a une certaine latitude dans leur éducation qui, évidemment, ils n'entreront pas à Polytechnique, ou dans une grande école, mais ils ont l'air de vivre heureux dans leur peau, c'est aussi quelque chose. Et je ne dis pas que ce type de comportement humain est mieux ou moins bien, je dis qu'il est différent. Qu'on ne dise pas simplement la famille telle qu'on l'a conçue depuis le néolithique dans nos régions est la seule forme de famille qui est la base de la société. Bon, la société occidentale qui nous amène à la bombe atomique et à la guerre. Ça, d'accord. Une autre question, c'est dans votre livre L'alchimie de la découverte, ce sont des questions qui passent presque du coq à l'âne. Dans votre livre L'alchimie de la découverte, vous parlez de vos travaux concernant le vieillissement. Et vous parlez aussi d'expériences que vous effectuez sur vous-même. Oui. Alors, si l'auditeur qui a posé cette question a du papier et un crayon, je n'ai aucun secret, quoi, si vous savez. Et, étant donné que la notion que j'ai mise il y a maintenant 25 ou 28 ans était l'importance de ce qu'on appelle des radicaux libres, ça n'a pas d'intérêt, et qu'il y a des piégeurs de radicaux libres, ces radicaux libres étant à l'origine du vieillissement, de
des perturbations au niveau des membranes cellulaires qui font qu'on vieillit. Alors, il suffit de prendre des agents pharmacologiques, parce que normalement, la chose importante, on doit commencer à dire ça, c'est que, et nous aurons à y revenir dans les autres séances que je passerai avec vous, les autres émissions. Ce que je dois dire d'abord, c'est que pour ne pas vieillir, il ne veut pas être en inhibition de l'action. J'aurai à revenir sur ce qu'est l'inhibition de l'action. Vous avez fait un livre, L'inhibition de l'action, Oui. il est actuellement en réécriture. Je le réécris, oui, bien sûr. Mais c'est un livre. C'est pour vous, c'est votre livre. Quand même. Oui. C'est le dernier sur le plan scientifique, si vous voulez. Il date de 79, et vous voyez, en 6 ans, j'ai forcé de le remanier très profondément et de l'ajouter, d'ajouter beaucoup de choses. Le dernier, c'est peut-être vite dit, grâce à votre alchimie, quand même. Oui, on ne sait pas. Enfin, bon. De toute façon, je peux périr en mer. On peut rêver. On peut rêver. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut donc prendre la vie de façon à ne pas être inhibé dans son action. L'inhibition de l'action débouche justement sur la libération de radicaux libres et d'oxydation. Je ne peux pas rentrer dans le détail, ou alors il faudrait faire presque une émission là-dessus, si vous voulez, qui est un énorme sujet. Et donc, à partir du moment où vous ne pouvez pas quand même éviter certains rapports avec vos sens de l'âme dans une société de compétition, et que vous êtes obligatoirement quand même, dans certains cas, bien que le sachant, et essayant par votre imagination de trouver le moyen de ne pas l'être en inhibition de l'action, alors il vaut mieux quand même en plus se protéger. Donc piéger ces radicaux libres, les prendre. Alors il y a certains agents pharmacologiques qui ne sont qu'une thérapeutique d'urgence, une fois de plus. Parce que vous ne pouvez pas... La thérapeutique d'urgence, la thérapeutique vraie, elle est sociologique. Elle est psychosociologique. La thérapie d'urgence, elle essaie de réparer les dégâts. Quand les dégâts sont apparus. Alors, il y a la vitamine E. Bon, ça c'est bien connu, c'est l'antioxydant biologique. 200 mg par jour pendant 20 ans. Excusez-moi, vous risquez pas un procès comme Suicide Mode d'Emploi l'a eu? Là, je ne donne pas de marque. La vitamine E, c'est comme si je disais, c'est du pain sans sel. Hein, je ne donne pas de marque. Vitamine E, vitamine C, c'est la même chose. C'est un antioxydant, mais il faut le prendre non pas 200 mg, mais 2 grammes par jour, ni moins ni plus, parce qu'il peut plus, il a des facteurs oxydants et moins aussi. Donc vitamine C, 2 grammes par jour, combiné avec la vitamine E. Sélénium. Sélénium, c'est un métal rare qui est aussi un très puissant antioxydant. Alors là, il n'y a qu'une seule spécialité en France, je ne peux pas la citer, mais il suffit de demander du sélénium. Ah non, vous faites de la réclame à ce moment-là, à un produit. Tandis que là, je ne fais que parler de principes. Oui, enfin, mettez-vous à l'aise, on est tellement contre la publicité qu'on peut citer des marques, on n'a aucun complexe. Hein. Oui, mais non, moi, je n'y tiens pas même. Bon, le sélénium, bon, on trouve. Il y a ensuite une drogue que j'ai trouvée il y a 25 ans maintenant, qui est le gamma-hydroxybutyrate de soude. Bonsoir. On le trouve en ampoule injectable, parce qu'on l'a retiré du commerce, parce que c'est euphorisant. C'est-à-dire qu'on est bien dans sa peau, et que vous ne trouverez pas dans le Vidal une seule drogue qui soit sous la dénomination euphorisant. Dans un système comme le nôtre, c'est à fuir. Ça fait tout de suite penser aux psychédéliques, etc. On parle tous de Grey. Les ampoules injectables, vous les cassez. Vous en cassez une et vous la mettez dans un verre de jus de fruits, et vous la buvez le soir avant de vous endormir. Alors je ne peux pas vous expliquer comment, mais c'est aussi en faisant marcher certaines voies métaboliques, et ça agit contre les oxydations que vous avez malheureusement fait dans la journée en trop grande quantité. Donc gamma wash. Et puis vous avez une autre molécule que j'ai introduite dans la thérapeutique il y a maintenant près de 30 ans. 25 ans, au moins, qui sont les aspartates de potassium et de magnésium.
Et quand vous prenez ça pendant 20 ans, tous les jours, j'ai l'impression qu'on réduit les dégâts, on diminue les dégâts. Tout le monde pense que je me teins les cheveux. L'image idéale que je me fais de moi-même ne serait vraiment très, très attristée du fait de me teindre les cheveux et de paraître ce que je ne suis pas. Je ne me teins pas les cheveux. Et j'ai quelques cheveux blancs, mais assez rares. Et même au niveau du pubis, il y en a aussi quelques-uns, mais ils ont gardé leur teinte originelle. Vous avez passé 3 jours en mer à naviguer le week-end dernier. Oui. Vous avez quel âge, Henri Laborie? Comment? Quel âge? Vous avez quel âge? 70 ans. La troisième question, c'est une question fondamentale concernant la connaissance du cerveau. Cette connaissance du cerveau, selon vous, apportera-t-elle forcément un changement tant au niveau individuel que social par une large diffusion de cette connaissance? Je ne peux pas faire de prospective là, mais je le pense. Je le pense seulement, voyez-vous, même quand vous connaissez un certain nombre de choses, la connaissance du cerveau, c'est dans 300, 500 ans, on en parlera peut-être, mais enfin, c'est un instrument tellement complexe qu'on commence à comprendre. On est loin de tout savoir. Et tous les jours, des milliers de laboratoires dans le monde travaillent à la compréhension justement de son fonctionnement, de sa structure et de son fonctionnement. Je pense que quand on sait comment un cerveau humain se bâtit, et comment au cours de l'histoire il s'est comporté, et pourquoi il s'est comporté, et pourquoi c'était obligatoire qu'il se comporte comme ça, dans l'ignorance de ce qu'il était, on prend de la distance avec le monde qui vous entoure. Des choses des événements qui auraient pu être justement à vous amener à l'inhibition de l'action, vous amènent à trouver le moyen de tourner la difficulté et de savoir pourquoi vous êtes en inhibition. Est-ce que c'est... Enfin, je ne peux pas rentrer dans le détail, on aura peut-être à y revenir, hein, ce serait assez long. Encore très que simple, je fais des conférences où au bout d'une heure tout le monde a compris. Seulement c'est pas suffisant, effectivement, sur le plan individuel, ça permet de ne pas vieillir prématurément. Sur le plan social, c'est pas pareil, parce que si tout le monde ne sait pas, vous trouvez toujours le gars qui ne sait pas, mais qui croit savoir, et qui veut vous imposer sa vérité. Il suffit de voir les hommes politiques. Je dois dire que ils ont tous la vérité, ils ne savent pas pourquoi. Ils ont de tels jugements. Ils pensent que c'est la réalité. Et s'ils savaient comment leur cerveau a été fait, comment il fonctionne, peut-être je pense qu'il ne ferait plus de politique d'ailleurs. Puis-je vous ressortir l'exemple que vous nous donniez mercredi dernier, oui, de Rocard? Oui. Celui-là qui, selon vous, globalement connaît le cerveau et son fonctionnement, connaît la biologie, celle des comportements, et qui pourtant, que je sache, continue de manière peut-être discrète, mais continue à faire de la politique. Oui, vous savez, il y a... mais non, vous avez parfaitement raison, avec la question, et je citais Rocard comme ça, hein, d'ailleurs. Il ne m'en voudra pas, je suis persuadé. Mais, en fait, ce que nous essayons, c'est d'être, je le disais, bien dans notre peau. Ce n'est pas un mot, être bien dans sa peau. C'est horriblement complexe sur le plan biologique. C'est quelque chose de très, très compliqué. Bien. Pour être bien dans sa peau, il ne faut pas que le déterminisme de toute votre existence, qui depuis votre enfance, depuis l'époque où vous ne saviez pas que vous existiez encore dans un monde différent de vous, ne se heurte au déterminisme de l'autre, qui voudra faire aboutir son projet alors que vous aurez un projet différent. Alors, bien sûr, on peut parler et convaincre l'autre, mais il y a des moments où c'est pas la peine. Il y a des gens qui ne seront pas convaincus parce que justement, ils ne savent pas pourquoi ils sont convaincus. Si c'était convaincus qu'ils ne peuvent pas l'être, ça serait très bien, mais ils sont convaincus qu'ils le sont et pour des bonnes raisons, avec un discours logique derrière. Donc, vous ne pouvez pas... C'est pour ça que j'ai écrit l'éloge de la fuite, d'ailleurs.
Mais il y a des gens qui, pour faire aboutir leur projet, cherchent la dominance. Tous. Nous en sommes là. Vous. Oui. Moi, personnellement, justement, je suis foutu le camp suffisamment tôt. Je ne l'ai pas cherché et je l'ai eu. Parce que finalement, je suis quand même un dominant, c'est bien évident. Un dominant puisque vous me faites parler. Vous n'aurez pas été chercher le loyer de chez Renault, peut-être aussi, parce que vous êtes libertaire, mais enfin, bon. Parce que j'ai quelque chose à dire. Peut-être que ne disent pas les autres. Donc finalement, en général, quand on veut faire aboutir son projet contre le projet de l'autre, il faut dominer. Et pour dominer, pour faire aboutir son projet dans lequel il sera bien dans sa peau, parce que ce sera celui des autres à partir du moment où il l'aura imposé. Bien qu'il sache pourquoi, et que les autres ne savent pas pourquoi, il sait, ben, il passe par l'intermédiaire d'un discours politique et d'un pouvoir politique. Ça ne veut pas dire qu'il y croit, je ne pense qu'il n'y croit pas d'ailleurs, mais il fera tout ce qu'il peut pour que les autres y croient et progresser vers son projet final, qui est très 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 loin. Il est sorti du PSU, quand même, faut pas l'oublier. Après un coup d'État manqué. Oui, mais enfin, bon. Hein, il a été expulsé du PSU. Oui. Pour le quand même. Bon, enfin, on n'est pas là pour changer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sur le plan social, en dehors du fait de fuir dans l'imaginaire, c'est-à-dire de trouver le moyen chaque jour du quotidien, le moyen de ne pas vieillir prématurément, de rester bien dans sa peau, malgré les autres. L'enfer, c'est les autres, aurait dit Sartre. Je crois que il y a la bagarre, la recherche de la dominance. Et alors la recherche de la dominance, vous l'aviez partout, mais du dernier des manœuvres jusqu'au président de la République, ce n'est que ça, la recherche de la dominance. Les États, les groupes d'États, ce n'est que ça. Et l'arme contre cela, c'est la connaissance. Ah ben ça, je ne vois pas d'autre. Ça, je ne vois pas d'autre. Lorsqu'on a ramené cette recherche de la dominance à la chose la plus triviale qui peut être dans le cerveau de l'homme, hein, dans le fonctionnement du cerveau humain, je pense que personne ne pourra plus y croire, mais il faut que tout le monde le sache. Depuis le directeur syndicaliste jusqu'au président de la République, il faut que tout le monde puisse savoir. Radio Libertaire, l'invité quotidien avec Henri Laborie. Ce soir donc, la nouvelle grille. Sous-titre pour décoder le message humain. Henri Laborie, qu'est-ce qu'une grille? Je vous répondrai à ça que, justement, dans les éditions américaines et anglaises, étant donné que le sens de grille n'est pas celui qui existe en français, dont je vais parler maintenant, on a pris le sous-titre comme titre, et For Decoding the Human Message, avec mon accent anglais bien sûr. La grille, c'est une grille de décodage pour décoder. Qu'est-ce que c'est qu'une grille? Bien, c'est une grille. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer un message que personne ne comprenne, excepté celui qui va le recevoir, et qui possède comme vous la même grille, vous écrivez des lettres les unes au bout des autres, mais n'apparaîtront, quand vous poserez la grille sur le texte, n'apparaîtront que les lettres qui seront cohérentes dans un mot et dans une phrase. Si bien que c'est un moyen simpliste, mais efficace, de communiquer sans que tout le monde comprenne, excepté celui qui peut décoder, puisqu'il a la même grille que vous. Bien. Alors, la nouvelle grille, c'est eu égard aux autres grilles qui ont fait leur temps ou qui le font encore. Hélas, rajouterez-vous sans doute, et nous aussi, puisqu'on va parler, vous citez quelques exemples, la grille marxiste, la grille freudienne, il y en a beaucoup d'autres. Oui, ou la chrétienne intégriste, tout ce que vous voudrez. Chaque groupe humain a eu sa grille et essaie de l'imposer aux autres. C'est-à-dire
dans l'énorme bouillie du monde, et je ne parle pas qui nous entoure actuellement, qui a toujours entouré l'homme, dans lequel il s'est trouvé dès le départ, où il ne comprenait rien. Il a bien fallu qu'il essaie de trouver des lois. Et alors il a cru nous trouver, il a fait simplement qu'abstraire d'un ensemble horriblement complexe des morceaux, des structures, qui sont toujours des sous-structures de la structure globale, que nous n'atteindrons jamais d'ailleurs. Bon, parce que je ne veux pas rentrer dans le détail. On ne peut pas l'atteindre. Bien. Alors, croyant qu'il avait l'explication du monde qui l'entourait, il a voulu l'imposer son interprétation, l'utilisation de sa grille à l'ensemble du monde dans lequel il vivait. Et on est encore là. Mais alors, à la réaction possible, après tout, du assez des schémas explicatifs, en voici un autre, le mien, que répondrez-vous? Passager. Que répondrez-vous? J'ajoute, dans le livre lui-même, je dis actuellement, il a l'avantage de pouvoir réunir toutes les grilles antérieures. C'est très prétentieux, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Réunir, c'est-à-dire avoir pris la substance. C'est-à-dire leur donner une cohérence dans un ensemble qui les englobe. Là, je parle en théorie ensembliste, si vous voulez, mais enfin, c'est comme ça que je conçois le monde et que je conçois que mon cerveau est organisé, j'y peux rien. C'est-à-dire que une grille décode une partie du message, une autre grille décodera une autre partie du message, et c'est dans le même message. Donc, si on réunit les deux, ou les trois, ou les 10, ou les 100, on arrive à une connaissance du message beaucoup plus complète qu'avec une seule grille. C'est tout ce que je veux dire. Quelle est la base? Mais c'est passager. Parce que, vous me demandiez tout à l'heure, j'aurais écrit un livre, en 6 ans ce livre, j'ai des milliers de références supplémentaires, et mon propre travail m'a amené à compléter la grille première. L'inhibition de l'action. Oui, oui. Alors, quelle est la base de cette nouvelle grille? Est-ce que c'est l'économie? Vous avez lu le livre. La base de cette nouvelle grille est d'interpréter, Teilhard de Chardin aurait dit le phénomène humain, je dirais les sciences humaines, les sciences sociales, avec quelque chose qui n'est jamais rentré dans la BAC, comme instrument de travail pour les comprendre, ces sciences humaines, c'est-à-dire le fonctionnement du cerveau humain. On a toujours considéré que l'homme, d'une part, était libre, qu'il était d'une essence complètement différente, alors qu'il est fait de la même matière, des mêmes atomes, et qu'ils sont organisés autrement, et encore pas tellement différents du chimpanzé, hein, ça ne faut pas quand même être trop orgueilleux, et ces éléments se sont intégrés, se sont réunis dans une structure particulière, qui est la structure biologique de l'homme. Bien. Et il ne conçoit le monde qu'à travers cette structure biologique. Mais jamais personne n'en a parlé. Alors, si j'ai pu apporter quelque chose au cours des 20 dernières années, c'est ce que ma profession m'a appris de façon très, j'insiste sur cette notion, de façon très précaire, encore très, très fragile, mais qui me semble tellement importante que on ne peut plus actuellement continuer à faire des discours, parce que ce sont simplement des discours, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient sociologiques, économiques ou politiques, en ignorant totalement ce qui fait que l'on prononce un discours. Voilà. Or, ce qui fait qu'on prononce un discours, c'est qu'on a un cerveau humain. Et que ce cerveau humain, il est pratiquement vierge à la naissance, mais qu'il va se construire au cours des âges de l'homme qu'il porte. Vous considérez-vous comme un philosophe? Mais pourquoi me mettre encore une étiquette dans le dos? Je vous ai dit la dernière fois, on m'a appris, moi, quand j'ai fait ma classe de philosophie, on m'a appris que la philosophie était la science des sciences. Bon. Qu'elle intégrait. Dans ce cas-là, je suis philosophe. Très souvent, malheureusement, quand j'ai lu quand même quelques philosophes, et des meilleurs, je les ai trouvés enfermés dans un langage. Et leur connaissance était liée à ce qu'on peut appeler l'introspection. Ils se regardaient le nombril et ils découvraient le monde. Et ils parlaient autour. Mais dans l'ignorance de la façon dont ils avaient construit leur cerveau et comment les autres, puisque nous ne sommes que les autres,
Un enfant qui vient de naître, si on le laisse abandonné dans un milieu non humain, il ne deviendra jamais un homme. Moi tout. Il est dans son moi-tout à l'époque. Bon. Donc nous n'avons dans notre cerveau que les autres. Quand nous mourons, ce sont les autres que nous avons introduits en nous qui vont mourir. Et c'est tout. Alors, si on ne part pas de cette idée-là, et si on ne voit pas ce que c'est qu'un cerveau humain, on peut toujours on peut toujours parler. Le langage est la meilleure et la langue est la meilleure et la pire des choses. Elle donne une explication logique. Ça dépend comment elle est préparée, mais pour ces gens-là, cependant, vous êtes quand même un peu un réductionniste, non? En tant que biologiste. Mais est-ce que vraiment, alors écoutez, alors là, oui, c'est vrai, mais vous avez raison. Vous avez raison. Tout spécialiste, qu'il soit philosophe, qu'il soit sociologue, qu'il soit n'importe quoi, traite les autres avec un mot en isme. Je ne traite pas les psychologues de faire du psychologisme en restant à leur niveau de blablabla et bon. Je ne traite pas les économistes d'économisme, ni les philosophes de philosophisme, ni les politiques de politicisme. Je m'intéresse pas tellement à ce qu'ils font. Je pense qu'ils m'intéressent chez eux, parce que j'en ai besoin, parce qu'ils n'ont pas travaillé pour rien depuis des siècles. Je pense qu'il y a ce qui me semble valable dans un schéma qui est englobant et plus cohérent. Puis c'est tout. Et je ne traite pas les autres de réductionnisme. Bien, alors, En ce qui gêne, vous savez pourquoi on me traite de réductionniste? Parce que parler, écrire, c'est simple. J'en apporte la preuve. Mais la chimie organique, la biochimie, la neurophysiologie, en partant de la physique, c'est pas simple, ça demande un énorme travail. Et quand on est professeur de philosophie ou n'importe quoi, pas tous, parce qu'il y en a quand même qui commencent à comprendre. Alors on est heureux de la reconnaissance publique. Vous êtes l'expert en. Et c'est très embêtant de voir que il y a un gars qui s'amène et puis qui vous dit, peut-être expert en ça, mais vous avez oublié tout ça. Alors, on lui dit, il est réductionniste à ce moment-là, parce que ça vous libère, on a la conscience tranquille. Il y a deux notions fondamentales, selon vous, et qui démarrent la nouvelle grille. C'est celle de thermodynamique et celle d'information. Oui. Ce sont deux notions qui n'ont jamais été transcrites, selon vous, que l'on a toujours parfaitement négligées, et qui sont cependant essentielles. Vous pouvez nous en toucher deux mots? Oui. Je pense que là, vous avez raison de me questionner là-dessus, parce que c'est vraiment très important. Si vous voulez, jusqu'à une époque récente, les scientistes, là, vous voyez, je dis les scientistes. Oui, alors, depuis quand être scientiste serait-il être coupable? Dans l'ignorance, justement, ce qui lui manquait, c'est l'information. Les scientistes disaient, avec la science, depuis qu'on a découvert la machine à vapeur, laissez faire, on va tout vous expliquer. Bien. Puis alors, il y avait les spiritualistes qui disaient, on ne ramènera jamais la pensée humaine à la matière. Oui, c'est bien ce que je voulais dire, vous avez quand même une tendresse pour les scientistes. Non, pas plus. Il leur manquait toute la notion d'information. Mais non, il leur manquait... Non, je n'ai pas de tendresse pour les scientistes, j'ai une certaine tendresse, comme Jacques Monod, pour la méthodologie scientifique, c'est-à-dire une méthodologie expérimentale qui, à partir d'une hypothèse de travail, c'est-à-dire un truc proprement humain, qui est une fonction imaginaire, va essayer par une expérimentation, avec un calcul statistique montrant que c'est bien ça qui se passe, de démontrer qu'on peut repérer l'expérience n'importe où et on trouvera les mêmes résultats. Voilà, ça c'est la méthodologie scientifique. Maintenant, vous pouvez toujours parler après ça. Alors, la thermodynamique, déjà. La thermodynamique, si vous voulez, c'est la physique. Bon, je veux être simple. C'est la physique jusqu'aux particules élémentaires aussi, mais qui ont ajouté quelque chose en plus. Bon. Et cette thermodynamique, pour me faire comprendre, j'utilise une comparaison qui est expressive, je pense. Si vous prenez le sang qui passe dans ma carotide, qui rentre dans mon cerveau, si vous prenez le sang qui sort par mon sinus sanguinal porte postérieur, le sang veineux qui va sortir. Dire la nuque, oui. Bon. Vous pouvez tout doser là-dedans, tout. On a les moyens actuellement de tout savoir ce qui rentre, qualitativement, et ce qui sort.
Puis vous avez le moyen aussi de calculer le débit. Donc savoir quantitativement la quantité de matière qui est entrée dans le cerveau et qui en est sortie. Donc ce qu'elle s'est retenue, le cerveau. Ça, c'est de la thermodynamique. Sur le plan énergétique, sur le plan de la matière, vous aurez, et l'énergie, c'est la même chose, vous aurez un bilan du fonctionnement cérébral, important à connaître. Parce que quand vous arrêtez la circulation dans mes carotides, ben, je vais tomber dans le coma et au bout de 2 minutes, il n'y aura plus de laborie. Hein, ça, bon. Donc la partie énergétique, elle a son importance. Mais c'est pas ça qui vous permettra d'interpréter et de savoir pourquoi je prononce le discours que je suis en train de prononcer. Ça c'est autre chose. Ça vient de la façon dont tous mes neurones, mes milliards de neurones, sont interconnectés entre eux et ont été codés depuis ma naissance par l'environnement social qui m'a entouré. C'est ça. Or ça, c'est de l'information. La mise en forme. Information, c'est pas la télévision, la radio, etc. Ça, c'est un résidu d'information. L'information, c'est étymologiquement mise en forme. Or, pour mettre en forme, il faut établir des relations entre des éléments. Il y a donc une règle qui en découle, c'est que toute énergie, toute information, pardon, est masse plus énergie, mais pas seulement cette somme. Ah, mais bien sûr. C'est-à-dire que ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Wiener. Wiener qui l'a fait comprendre, je pense que c'est une des plus belles phrases de tout le XXe siècle. Il a dit l'information n'est qu'information, elle n'est ni masse ni énergie. La masse et l'énergie feront les éléments d'un ensemble. Quand vous les ajoutez, vous avez une somme d'éléments, mais la façon dont ils sont connectés entre eux, leur mise en forme, ça ne se pèse pas, il n'y a pas d'appareil pour le déterminer. Ça a les caractéristiques strictement spirituelles de l'esprit, immatérielles de l'esprit. Et c'est ça l'information. Si vous voulez, je prends un autre exemple pour me faire bien comprendre. Il y a très longtemps, bon, pas très longtemps, mais il y a un bon bout de temps, qu'on savait ce qu'il y avait dans un acide désoxyribonucléique, c'est-à-dire ce qui est la matière des gènes. L'ADN, oui. Oui, l'ADN. Bon, on savait quand même comment certains atomes étaient connectés entre eux, mais on n'a jamais rien compris à ce que pouvait être un gène et comment il programmait un organisme et comment il fournissait l'information qui permettait de synthétiser des protéines, tant qu'on n'a pas su que ils avaient une forme en double hélice. Et ça, c'est Watson-Crick en 1946 ou 48, je crois. Bon. Alors, vous voyez, c'est ça l'information. Du point de vue matière, du point de vue thermodynamique, on savait ce qu'il y avait dans l'acide désoxyribonucléique, mais on ne savait pas quelle était sa forme et pourquoi, quand il avait cette forme, il permettait la transcription des messages. Henri Laborie, quelques questions téléphonées, enfin il y en a 2 là. Pouvez-vous parler de l'amour ? Je ne voudrais pas en parler prématurément, étant donné que dans l'éloge de la fuite que nous aborderons la prochaine séance, c'est tout un chapitre sur l'amour. Alors nous en parlerons abondamment à ce moment-là. Et je pense que l'auditeur qui a posé cette question sera satisfait. Rendez-vous mercredi prochain, puisqu'effectivement, éloge de la fuite, ça sera... Il y a un chapitre tout entier. Dans une semaine. L'autre question, c'est que pensez-vous de L'homme neuronal, le livre de Jean-Pierre Changeux ? Je dois reconnaître que je n'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Bon. Ah. C'est un trou, sans doute, mais enfin... Une question que je rajoute moi, mais vous ne pensez pas quand même qu'il y a une certaine mode depuis quelques 20 années de faire des livres sur ce sujet, vaste sujet. En toute simplicité, je veux dire que j'ai été précurseur alors dans ce cas-là, parce que vous m'avez demandé la dernière fois quand j'avais lu mes premiers livres, il date de 58 le premier. Et effectivement, on remarquait qu'il y en avait eu d'autres. Il y avait quand même Carrel qui avait dit « L'homme c'est inconnu », etc. Bon. Mais cette maladie n'était pas encore... cette épidémie n'était pas encore passée dans les biologistes modernes. Mais actuellement, alors il y a eu Monod, bien sûr, qui a été un gros pavé, hein, bien sûr. Puis alors à ce moment-là, il y a eu Jacob, il y a eu
Il y a eu Lvov, il y a eu Hamburger, il y a eu Gruffier, tout le monde écrit son bouquin parce que ils ont chacun un message à apporter, et je comprends pourquoi pas. Et si ça peut rendre service, il n'y a pas de raison. Alors, snobisme ou pas, vous savez, snobisme, il y a des choses à la mode, effectivement, et comme la biologie fait à la fois un peu peur, à tort d'ailleurs, c'est des choses beaucoup plus dangereuses, et donne un peu d'espoir, alors on a tendance, actuellement, vous savez bien d'avoir dans une bibliothèque le dernier best-seller d'un biologiste contemporain. Mais je ressens, je me trompe peut-être, une petite amertume dans votre discours. Non, aucune amertume, alors là. Non, vous voyez, on parle de la nouvelle grille aujourd'hui. Quand il est sorti, je ne peux pas dire que Lafon est un effort sublime pour son lancement. Hein. On n'en a pas parlé beaucoup. Mais en revanche, 15 ans après, il continue à se vendre. Et il en doit en être pas loin de 80 000, ce que pour un best-seller, mais enfin... il est traduit en anglais, en américain, en espagnol, en portugais, et finalement, il n'a pas eu besoin qu'on fasse... qu'il y ait un snobisme autour pour qu'il s'impose. Il n'a pas tellement vieilli. C'est vrai que l'homme neuronal, lui, a eu une autre chance sur le plan de la promotion. Ah ben non, mais Changeux est au Collège de France aussi, il faut reconnaître. Thermodynamique et information. Alors qu'est-ce qui vous a amené à souligner autant cette carence dans la culture ou des philosophes ou des biologistes? Mais je ne l'ai pas souligné autant. Je me suis simplement défendu. Je n'ai pas attaqué, je n'attaque jamais. J'ai trop de boulot personnel. J'ai un laboratoire qui me prend tout mon temps et j'ai pas le temps de critiquer et de lire les autres. Alors, je ne critique pas. Non, j'ai pas dit que vous critiquiez, mais vous soulignez l'importance. Parce que depuis quand même un certain nombre d'années, on prétend que je suis réductionniste et matérialiste et mécaniciste, toujours avec des trucs en isme ou en iste. Alors, comme j'en avais assez, j'ai eu mon petit mouvement d'agressivité. Peut-être se sent-il là-dedans, encore que je ne critique personne, hein, je ne peux pas critiquer, moi personnellement, je le répète. Fondamentalement, je vois ce qui m'intéresse chez les autres, je leur pique ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont dit, ce qui me semble rentrer dans ma grille et être conforme à ma propre expérimentation. C'est tout. Alors le deuxième chapitre, lui, c'est tout simple, c'est le système nerveux. Alors je rappelle qu'on est dans un livre qui s'appelle La Nouvelle Grille et qui est donc une nouvelle grille d'explication des comportements et des sociétés. Et on trouve le système nerveux. Mais, je viens de vous le dire tout à l'heure. Parce que je ne pense pas qu'on puisse interpréter un comportement de société et des individus dans une société sans savoir comment leur cerveau fonctionne. Ça. Mais même aussi simplement, je le dis là-dedans, ça va pas loin ce que je dis, c'est rien. Bon. Alors donc, j'en arrive là où je voulais en arriver. Immédiatement après, on a un historique de la dominance. Quel rapport, Henri Laborie, entre le système nerveux et celui de dominance? On va peut-être commencer par qu'est-ce que la dominance? Je l'ai un peu dit tout à l'heure déjà, j'ai commencé en disant que c'est faire aboutir son projet sans que le projet de l'autre vienne vous emmerder. Pardonnez-moi l'expression un peu triviale. Or, un système nerveux, je vous ai dit, ça permet, je crois vous l'avoir dit déjà la dernière fois, je le répète aujourd'hui parce que c'est très important, ça ne permet qu'une chose, ça ne permet que d'agir. C'est-à-dire, ça permet de mobiliser un corps, un organisme, dans un espace. Quand on a compris ça, quand on a compris que la pensée, ce qu'on appelle la pensée chez l'homme, il y aurait encore alors, des tonnes de choses, on aura peut-être le temps de le dire, n'est que le moyen de rendre plus efficace l'action, ce n'est pas autre chose. Et si on agit, c'est pour maintenir sa structure. Même le suicidaire, c'est parce qu'il ne pouvait pas agir qu'il se suicide. Et c'est encore la meilleure action qu'il puisse trouver, la plus libératrice. Bien. Donc, c'est agir pour se maintenir en vie, pour maintenir sa structure. C'est-à-dire, les rapports qui existent entre ces atomes, dans des molécules, les molécules dans ces cellules, les cellules dans ces organes, les organes dans ces systèmes, les systèmes dans son organisme entier. Et c'est ça, être bien dans sa peau. Bien. Quand cet équilibre, les mots d'équilibre d'ailleurs est très dangereux, j'ai écrit tout un chapitre sur l'équilibre en physiologie et en biologie dans un vieux livre
Ça s'appelait Biologie et structure. 68. 68, et qui se terminait, pour me faire comprendre, par justement, puisqu'on a parlé de Prévert tout à l'heure, d'un vers de Prévert, c'est l'amiral Larima, Larima quoi? Larima rien. C'est parfaitement bien balancé, c'est de l'équilibre dans le vers et dans les mots, et ça rime à rien. Et il l'a fait exprès, d'ailleurs, parce que justement, il avait une notion d'équilibre qui est celle d'un biologiste. Bon. Donc, se maintenir en vie, c'est-à-dire agir sur les objets et les êtres qui vous entourent de façon à conserver cet équilibre. Clair. Bien. C'est même la seule finalité. Ah ben il n'y en a pas d'autre. Alors je répète souvent, et je le répète à chaque fois que j'écris un livre, la seule raison d'être d'un être, c'est d'être. Quand il n'y a plus d'être, il n'y a plus de raison d'être. Et il n'y aurait jamais eu d'être si leur seule raison d'être n'avait pas été d'être. Ça me semble tellement évident que ça crève les yeux. Tout après, là-dessus, on fait blablabla, 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 d'accord. Mais la chose fondamentale, c'est ça. Alors, quand vous êtes dans un environnement, si cet environnement est dans un espace, si cet espace était vide, il n'y aurait pas de raison d'agir. Bien sûr. C'est parce qu'il y a quelque chose dans cet environnement. Il y a des objets, puis il y a des êtres. Quand votre contact avec ces objets, ces êtres, est ce que nous appelons gratifiant, ça fait plaisir. On maintient son équilibre biologique. S'il n'est pas gratifiant, je passe tout de suite, je vais revenir là-dessus. Mais s'il n'est pas gratifiant, s'il est dangereux, s'il est douloureux, désagréable, vous fuyez. Il n'y a pas d'animaux courageux. Courage est un apprentissage. Bon, nous en parlerons aussi. Un jugement de valeur. Oui, non, pas de valeur. Non, c'est pas un jugement de valeur. Le courage, c'est quelque chose qu'une société utilise et qu'elle virilise pour le maintien de sa structure de dominance, justement. Bon. Mais les gens font bien comprendre ça. Donc, vous fuyez. Si vous ne pouvez pas fuir, vous vous battez pour essayer d'y faire disparaître l'agent de votre ressentiment, comme aurait dit Racine. L'objet ou l'être qui ne vous permet pas d'être bien dans votre peau. Si vous ne pouvez ni fuir, ni combattre, vous vous inhibez. Alors ça, on en reparlera une autre fois. En gros, c'est la maladie. C'est la maladie. C'est toute la pathologie. Mais alors toute. Bien. Je reviens au premier cas. Vous trouvez dans un espace, il y a des objets et des êtres qui sont agréables, dont le contact est agréable, qui sont utiles à votre plaisir, à votre survie d'abord. Hein. Et dans cet espace, il y en a un autre aussi. Vous n'êtes plus seul. Il y en a un autre qui trouve aussi que les mêmes objets, les mêmes êtres, il apprend. Parce que ça, à la naissance, il ne sait pas. C'est un apprentissage. Il apprend que les mêmes objets, les mêmes êtres sont utiles à son plaisir, à son maintien en équilibre biologique. Alors il y a compétition. Et la compétition, ça n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Si vraiment l'objet ou l'être ne vous intéresse pas, vous n'entrerez pas en compétition. Et il faudra que vous appreniez que cet objet, cet être, par une mémoire, la mémoire de la gratification, du plaisir que vous avez au contact et à la possession de cet objet ou de cet être. Et comme l'autre veut avoir les mêmes avantages, c'est plus fort qui gagne. Et il vous impose, l'un des deux impose sa dominance. Là, j'ai simplifié au maximum, parce que les éthologistes contemporains, encore l'éthologiste c'est encore tout un monde. L'étude du comportement animal voilà. Et humain, rajouterait Laborie. Bien sûr. Et les éthologistes contemporains, alors, pas compliqué, ils ont observé avec eux beaucoup de finesse, avec en plus études statistiques à l'appui, etc., des groupes d'animaux, puis bon, les hommes, ils les respectent encore un peu trop, ils n'osent pas encore trop, ou alors c'est une sociobiologie wilsonienne, et alors ça, on aura peut-être aussi l'occasion d'en reparler, c'est quelque chose de complètement délirant, et bon. Donc, en général, d'ailleurs, ça ne se passe pas à deux, ça se passe à trois. C'est pourquoi les dominances dans le règle animale ne sont pas éternelles, elles varient. Peut-être pas le leader, mais encore. Mais souvent, une dominance pour une femelle ou pour la recherche de la dominance pour la possession d'une femelle ou de la nourriture, on fera appel à un troisième. L'un d'eux fera appel à un troisième. Et c'est plus d'ailleurs à ce moment-là un rapport
une diade. Pour ça que même, vous mettez ça sur le plan planétaire, je dis sans rigolant pour qu'on comprenne, tant que vous avez deux blocs, ça marche pas. Parce qu'il y en a un qui veut chercher la dominance. Quand il y a par exemple la Chine qui ressurgit avec 1 milliard d'habitants, et qui peut soit balancer d'un côté, soit balancer de l'autre, à ce moment-là, ça devient plus... On a moins de chances d'avoir la bombe atomique sur la gueule. Hein, parce que dans un cas comme dans l'autre, s'il y en a un qui vient, un des deux blocs qui vient un peu trop ennuyeux, il y a le troisième qui va faire la balance entre les deux. Bien. C'est une analogie, c'est pas autre chose, hein, une analogie sociologique ou bien politique. Je reviens donc au fait que dans le règne animal, les dominances s'établissent grossièrement comme ça. Alors vous avez le leader, les sous-leaders, et puis les esclaves, bien, qui mangent après, qui copulent après, etc. Bien. Chez l'homme, il y a le langage qui est intervenu. Ça s'est passé de la même façon, et ça se passe toujours de la même façon. Il y a toujours la même recherche de la dominance, à travers un langage. Les animaux ne parlent pas, c'est leur chance. Hein, parce que ça s'établit relativement bien. Ils ne se tuent pas entre eux. Jamais un animal ne tuera un autre animal de la même espèce, et surtout du même clan. Bon. Pour la bonne raison qu'ils n'ont pas de discours logique à l'appui. Hein. Ils suivent leurs instincts et leur apprentissage du bien-être obtenu par la possession d'un objet. Bien. L'homme, lui, il a des vertus, comme on dit, qui lui permettent de parer d'un discours logique tout un ensemble de choses aussi triviales que celles que je viens très très succinctement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais enfin très succinctement de décrire. La dominance, c'est pas autre chose. Le rapport entre instinct et dominance. Mais l'instinct n'est pas est programmé génétiquement. Et des instincts, il n'y en a que 2 ou 3. Bon, il y a boire, manger et copuler. Le reste, ça ne fait pas partie de l'hypothalamus. Si, bien sûr, dans l'hypothalamus, il y a d'autres relais, d'autres régions relais, mais pas plus compliqué que ça. C'est toujours aussi simple. L'hypothalamus, c'est donc le cerveau reptilien. Voilà, c'est le premier cerveau. C'est le plus vieux. Le plus vieux, le plus ancien. Celui qui permet de survivre immédiatement. Parce que si vous ne buvez pas, vous ne mangez pas, vous ne copulez pas, il n'y aura pas ni d'individu ni d'espèce. Donc, et ça, c'est instinctif. Et la façon dont chaque espèce a, par ses gènes, programmé son hypothalamus fait qu'il va fonctionner de telle façon que certains gestes automatiques, pas automatiques, un automatisme c'est encore autre chose, mais instinctifs, c'est le cas de le dire, vont pouvoir être réalisés. J'avais un ami qui était un des grands neurophysiologistes contemporains qui s'appelait Anokhin, et qui était un Russe, qui a dirigé l'Institut Sechnov à Moscou, qui était vraiment un ami, et qui avait fait une étude très précise entre tous les connexions neuronales chez un petit oiseau dont le bec était rouge, qui faisait que dès qu'il sortait de l'œuf, dès qu'il voyait une tache rouge, qui pouvait être d'ailleurs un morceau d'étoffe rouge qu'on lui présentait, dès que sa rétine avait une certaine longueur d'onde, le rouge, qui lui parvenait, il y avait une série de neurones mis en marche qui aboutissaient au muscle du bec qui ouvrait. Il ouvrait son bec pour recevoir la béquille. Et il serait mort s'il n'avait pas été programmé à la naissance comme ça. Ça, c'est instinctif. Mais à partir de ce moment-là, tout est appris. C'est-à-dire que l'environnement social dans lequel vous allez vous trouver va vous apprendre, et ça ne sera plus des instincts, ce sera des automatismes. Alors, il suffirait d'apprendre autre chose pour que ces automatismes soient différents. D'ailleurs, vous avez l'habitude de l'écrire, on le retrouve dans quasiment chacun c'est fondamental. De vos livres, avec la prudence du scientifique, vous dites on connaît très mal, on discerne très mal le partage entre l'acquis et l'inné. Oui. Je veux pas me battre là-dessus, on ne sait rien de cela. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a d'inné que la recherche du boire, du manger et de la reproduction. Oui. Je voudrais vous relancer sur la dominance qu'on retrouve dans la nouvelle grille et sur ce côté pseudo-fatidique de la dominance dans les rapports humains. Je vous dis pseudo-fatidique parce que on entend partout, et militants libertaires on le sait,
que on veut nous faire croire que c'est une chose, disons, naturelle. C'est ce qui a souvent ressorti, c'est naturel, il faut des chefs, c'est inéluctable, etc., etc. Non, ce qui est naturel d'une part, hein, alors là, moi je viens tout de suite. Mais ce qui est naturel, c'est ce qui est chez l'animal. Bon, alors je viens de décrire un comportement animal. Mais les chiens font l'amour dans la rue, hein. Jusqu'ici, c'est pas fréquent. Ah, reconnaissez que c'est sale. Que c'est sale. Non, mais je plaisantais, je comprends que vous ayez très étonné. Donc, à ce moment-là, on dit que l'homme se rabaisse au rang de l'animal. Mais par contre, quand il trouve chez l'animal un comportement qui est strictement identique au sien, à ce moment-là, il dit c'est naturel. Bon, alors on faudrait quand même choisir, il faudrait savoir. Et je pense justement que l'animal n'est pas l'homme et que l'homme n'est pas l'animal. C'est un animal d'un type particulier avec un cerveau, on aura l'occasion d'en reparler. Bien, particulier aussi. Orbitofrontal, par exemple. Bien. Alors, chez l'homme, ça a été pendant des siècles la même façon d'établir les dominances que chez l'animal. C'est-à-dire que c'est le plus fort qui gagnait, mais ça a été jusqu'à une époque récente. Les gens qui, au moment du paléolithique, du néolithique, les premières populations néolithiques, dont on en parlait la dernière fois, sont fixées au sol et ont vécu en société égalitaire et sans armes, ce que tous les préhistoriens nous disent, ont vu arriver des gens qui étaient, j'ai eu l'occasion de le dire, mais je ne crains pas de le répéter, ont vu des gens qui étaient des chasseurs-cueilleurs encore, et qui sont venus coloniser ces gens-là. Alors il y a eu le chef, les guerriers, le paysan, puis les artisans, etc. Et une société est apparue où il y avait une hiérarchie. Le plus fort, le chef, avec ses soldats, enfin ses guerriers, était évidemment au haut de la hiérarchie. Ça devenait le roi, le prince, le seigneur, etc. Ça s'est continué jusqu'au Moyen-Âge. Souvenez-vous quand même, nous apprenons dans notre histoire classique que le seigneur au Moyen-Âge avait droit de cuissage. Le seigneur avec un E, hein. Comment ? Avec un E. Pourquoi ? Parce qu'avec un... Oui, non, parce que si l'on met un A, on retrouve une définition plus exacte. Non, avec un E. Mais je ne voyais pas à la fin, parce que non, je croyais que vous étiez féministe et vous mettiez E à seigneur en disant des seigneurs E féminins. Parce que au Québec, on met toujours un E, parce que tous les noms propres, tous les noms communs, ou enfin les substantifs plutôt, on met entre parenthèses E. Étudiant, étudiante, avec un E au bout, parce que alors, je me disais, tiens, c'est une manie maintenant, seigneur, seigneur, bon. Et on voulait dire seigneur, mais il était à la fois seigneur avec un A, dans ce cas-là, et seigneur avec un E, parce que le rôle était justement de saigner, de faire saigner. Et de défendre le groupe humain qui était sous leur carte, finalement. Et il avait le droit de cuissage, c'est-à-dire qu'il pouvait faire l'amour avec la fille qui allait se marier, qui ensuite aurait un mari, mais lui, il avait la possibilité d'assouvir son instinct de cerveau reptilien dont on parlait tout à l'heure, boire, manger et copuler. Bien. Avant tout le monde. Bon. Comme le leader des grands singes. Bien. Et puis, avec le développement du commerce, des échanges, la monnaie, et il est apparu progressivement un autre moyen de dominer, qui est d'avoir un capital. Et ce capital a permis la propriété privée, la propriété gratifiante des moyens de production et d'échange. Et ça a été chez une période récente. Tout le marxisme a été basé là-dessus. Et puis, déjà à partir de la révolution industrielle, qui n'a pas pris simplement le développement à partir de la machine à vapeur, mais enfin quand même, c'était une époque importante, on a su, qu'est-ce qu'avait fait l'homme avant ? La civilisation industrielle, qu'est-ce que c'est ? C'est que, avant, l'homme avait transformé par son artisanat, il avait transformé la matière en objet, avec sa force, son énergie personnelle, musculaire. Puis à partir d'un certain moment, il a mis en forme, non plus seulement la matière, mais l'énergie. Il a su utiliser l'énergie, qui était quelque chose d'impalpable aussi, ça. Il a su utiliser l'énergie de telle façon qu'elle lui a permis de transformer la matière, plus aisément, en dépensant moins d'énergie musculaire. Et à partir de ce moment-là est née ce qu'on peut appeler la civilisation industrielle. Cette civilisation industrielle était donc
a donc été très progressivement entre les mains de gens, on parlait de thermodynamique tout à l'heure, mais qui savaient ce que c'était que la thermodynamique. C'est-à-dire de gens qui étaient des ingénieurs et qui faisaient des machines. Regardez par exemple les tisserands du Lyonnais, là, comment on appelait les canutes. Les canutes. Hein, quand on leur a foutu des métiers qui marchaient tout seuls, t'es pas content du tout. Parce que ça diminuait, ça faisait du chômage et que ça diminuait l'emploi. Alors, ils se sont révoltés. Donc, une société qui était devenue une société strictement marchande, c'est-à-dire qui produisait des objets pour les vendre, augmenter un capital, avoir plus la possession de quelques-uns, plus de propriétés, une propriété plus abondante, de moyens de production et d'échange, à favoriser des gens qui leur apportaient des connaissances techniques autres que celles de l'artisan. Il faut bien comprendre que l'artisan, on lui apprend, on met dans son cerveau une information qu'il va être forcé à chaque fois qu'il fait un geste pour produire un objet de ressortir. Alors que la même information, vous la foutez dans une machine et vous sortira des millions d'objets alors que l'autre en a sorti 2 pendant le même temps. Bon. Et alors, cette information est donc dans une société marchande dont le but de cette civilisation, si on peut parler de civilisation, étant de produire des objets qu'on vend et des objets plus astucieux, plus perfectionnés, plus efficaces que ceux du pays d'à côté, ou de la ville d'à côté, ou de la région d'à côté, on a favorisé la dominance et l'évolution hiérarchique de gens manipulant c'est une façon de parler, manipulant une information abstraite, et d'autant plus que cette information est plus abstraite, c'est-à-dire à base de mathématiques et de physique. Actuellement, il vaut mieux sortir d'une grande école où on vous apprend à manipuler l'abstraction que de sortir d'une école technique. Et la dominance, à ce moment-là, du fait de la finalité de cette société qui était une finalité productiviste, a donné la dominance à des gens qui ne pouvaient pas l'avoir au siècle d'avant, puisque au siècle d'avant, l'information n'était pas utilisée. Voilà. Alors c'est simple, pour qu'il n'y ait plus de dominance telle qu'on la connaît aujourd'hui, il faut cesser de produire pour produire. Pas du tout. Je ne tiens pas du tout à produire pour produire, oui, ça sûr. Enfin, je ne tiens pas du tout à retourner au paléolithique, ni au néolithique, même au début du néolithique, encore que je ne veux pas être tellement malheureux. Mais ce que vous dites là, ça ne veut pas dire que vous êtes attaché à ça. C'est que la dominance, alors là je vais vous dire autre chose. La dominance, donc, s'est établie est basée sur la finalité d'une société. Mais je distingue là-dedans une hiérarchie de pouvoir et une hiérarchie de fonction. On peut très bien admettre que chacun a sa fonction dans un groupe social, dans une société. Chacun a sa fonction et l'autre n'a pas à faire ce que fait, c'est ce qui s'est produit dès le début du néolithique. Hein, tout le monde, le seul polytechnicien, c'était l'homme du paléolithique, il fallait qu'il sache tout faire pour survivre. À partir du moment où le travail se divise, et il s'est divisé il y a 10 000 ans, ça a commencé. À partir du moment où le travail se divise, chacun participe au bien-être général en faisant ce que l'autre ne sait pas faire. Donc, il a une information particulière. Si nous voulons être brefs et concis, je disais j'étais forcé de distinguer une hiérarchie de fonction, une hiérarchie de pouvoir. Et pour me faire comprendre, je prends un exemple en général, l'ouvrier mécanicien qui répare ma voiture et qui me change les boulons d'une roue, on me change une roue, il me remet les boulons, s'il les met mal, il a un sacré pouvoir sur moi parce que je me casse la gueule sur l'autoroute. Bien. D'ailleurs, on l'entend quelquefois à la radio, ça m'est arrivé plusieurs fois. Monsieur Untel qui roule dans telle voiture, est matriculé de temps, stoppez tout de suite parce que il y a un truc qui marche mal. Bon. Donc il a un pouvoir. Le chirurgien qui enlève une vésicule ou un estomac ou un utérus ou un rectum, pendant qu'il fait son boulot, il a aussi un pouvoir sur la vie du client. Mais la différence qui existe entre les deux, c'est que lorsque l'ouvrier mécanicien sort de son garage, personne ne va le saluer au passage. C'est pas un notable. Alors que le chirurgien, il ne restera pas tellement d'ailleurs. Si vraiment ça devient un notable, il sera conseiller municipal, maire, puis il deviendra député et quelquefois ministre. Hein. Bon, on en a un certain nombre. Et ça sera parce qu'en plus il a le langage. Il a le langage pour ça. Parce que son éducation n'est pas simplement parce que finalement,
On n'a pas de raison d'être un grand politique quand on sait enlever correctement une vésicule, quand même. Bon, c'est pas... Or, ou quand on est avocat, ou quand on a une profession libérale quelconque. Pas Tinder sur glace. Hein. Mais il y a le langage de la classe sociale qui a amené ce type à avoir une certaine fonction qui, d'un point de vue pouvoir de la fonction, n'est ni plus ni moins que celle de l'ouvrier mécanicien. C'est tout. Alors, c'est ça, c'est ce que je voulais ajouter, simplement. Et vous parlez de hiérarchie de valeur et de hiérarchie de fonction, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, je le dis parce que c'est De valeur et de pouvoir, c'est la même chose. D'accord, c'est un des pouvoir d'ailleurs qui est un faux pouvoir, parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Ceux qui croient, les décideurs, on me fait rigoler quand on parle de décideurs, ils décident rien. Quand j'étais à Vincennes, on parlait de Vincennes. L'autre jour, j'avais étudié par un groupe d'étudiants qui avaient vraiment pris tous les dossiers vraiment de façon très précise. C'est la décision qui avait été faite qu'on avait déplacé les Halles à Rungis. Et effectivement, on a trouvé un beau jour dans le journal officiel, signé De Gaulle, la décision qu'il n'y aurait plus de Halles, il y aurait Rungis. Puis quand on prend tous les dossiers, toutes les commissions, les sous-commissions, etc., on s'aperçoit que dans un système marchand, il n'était pas possible de conserver les Halles. Et il n'était pas possible de les mettre ailleurs qu'à Rungis, bien que la décision n'a été prise que parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et actuellement, écoutez, les décideurs, souvent, c'est par ordinateur qui fonctionnent. Ou alors, quand ils ne fonctionnent pas sur ordinateur, l'ordinateur leur donne les éléments du choix et ils choisissent avec leur cerveau reptilien ou leurs automatismes culturels, ce qui est encore plus grave. L'ordinateur, lui, il n'a pas de système limbique. Il n'a pas d'affectivité. Et pourtant, il y a des chefs? Ben oui. Ben oui, il y a des chefs. Il y a des chefs parce que les gens sont... Ils aiment bien avoir un chef, ça enlève l'angoisse. L'angoisse, nous aurons l'occasion d'en reparler, j'en doute, pour d'autres livres. L'angoisse vient du fait, dans l'inhibition de l'action, si on ne peut pas agir, il y a plusieurs mécanismes, il y en a 5 grands sur lesquels je suis forcé de revenir. Ils sont importants. Non, je ne pense pas que j'en parle beaucoup là-dedans. Bien, en tout cas, bon. Et bien sûr, on est inhibé lorsque on a une pulsion à agir, pour se faire plaisir, je le répète, et qu'il y a un interdit culturel qu'on a automatisé dans votre cerveau, vous a dit ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est beau, ça c'est laid, etc. Ah, tu feras ça, tu seras récompensé, tu feras ça, tu seras puni. Alors, il se trouve que votre pulsion à agir rencontre un interdit. Alors vous ne pouvez pas agir parce que vous ne voulez pas être puni. C'est douloureux d'être puni. Bien. On dit aux gens des prisons si c'est pas agréable, bon alors, bien. Et il est angoissé. Et l'angoisse se résout dans l'action, quelquefois idiote d'ailleurs. L'action à ce moment-là, elle est même plus réfléchie, c'est l'agressivité dans sa forme la plus banale. Et un deuxième moyen, un deuxième mécanisme de l'inhibition de l'action, c'est ce que j'appelle le déficit informationnel. Bon, un événement survient, vous n'en avez pas l'expérience, vous n'avez vu personne agir dans telle circonstance, de telle façon qu'il s'en est tiré à son avantage, vous ne savez pas quoi faire. Vous n'avez pas d'informations suffisantes pour agir correctement devant l'événement. La peur de l'inconnu. Et vous êtes angoissé. Bien. Alors effectivement, il y en a d'autres que je n'aurai l'occasion d'en parler, il y en a 5 grandes, mais surtout chez l'homme avec l'imaginaire, la construction par le cerveau orbitofrontal de situations, de scénarios qui n'arriveront peut-être jamais, mais que l'on craint qu'il arrive, et qui n'arrivent pas. Mais la crainte empêche d'agir, puisqu'on ne sait pas si j'agis comme ça, si j'agis comme ça, dans un truc qui ne viendra peut-être pas, mais qui peut survenir. On est angoissé, et ça c'est vraiment une des angoisses humaines, parce que l'animal n'a pas cette angoisse-là. Bien. Eh bien, dans ce cas-là, les gens sont très contents d'avoir le chef. Ils sont plus angoissés, on prend la décision pour eux. On sait. Alors surtout que le chef se présente en disant « Moi je sais, faites-moi confiance. Hein. Regardez-les, tous. Faites-moi confiance. Hein. Moi je connais. Je suis le grand prêtre de cette religion économique, politico, etc. Sociale. » Alors les gens tout contents, ils se déchargent sur un prétendu connaisseur qui ne décide rien, je le répète, parce qu'il ne fait qu'obéir aux lois du marché ou aux lois de tout ce que vous voudrez, qui sont des lois du cerveau humain en situation sociale, par bloc, par état, par tout ce que vous voudrez, et il ne fait qu'obéir à ces lois-là. Alors il faut qu'il les connaisse, et généralement il ne les connaît pas, parce que je ne crois pas que l'économiste qui n'est qu'économiste puisse être un grand homme politique, ni que grand homme politique, il n'est ni économiste, ni psychologue, ni sociologue, ni biologiste, surtout,
Puis c'est un homme politique, ça je ne comprends pas comment. Voilà. On ne parle que d'inconscience, là, somme toute. Oui, mais alors là, nous devons en reparler de l'inconscient et du conscient. Alors là, c'est encore c'est un vaste problème aussi. Bon, venons-en... Je voudrais parce que c'est la nouvelle grille, qu'on prenne la nouvelle grille. D'accord. On s'interrompt quand même, si vous le voulez bien, pour les questions qui nous sont téléphonées. N'est-ce pas une façon de dominer que de dire aux autres « vous n'êtes que des animaux » ? Mais je dis justement aux autres qui ne sont pas des animaux, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Hein, et ils pourraient ne pas être que des animaux, ils sont des animaux parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont pas des animaux. Alors, et on s'empresse de leur dire qu'ils sont des animaux. Ou alors on leur dit, vous êtes des êtres spéciaux, vraiment, hein, vous avez votre libre arbitre et tout. Et on les fait voter comme on veut, avec quelques conférences de presse, etc. Une préparation bien largement payée d'ailleurs, qui leur fait voter à droite ou à gauche sans qu'ils sachent exactement pourquoi. Affectivement, sans savoir pourquoi, affectivement, ils sont de droite ou de gauche. Et vous savez, ça c'est très très simple, on peut le définir, on peut le dire, pourquoi on veut être à droite ou à gauche, c'est simple. En revanche, on peut ajouter, je crois, que faire un bras d'honneur ou traiter quelqu'un d'enculé, hélas, juron parfaitement commun, oui. C'est typiquement le... Chimpanzé, orang-outan, etc. Le soumis présente du même sexe que le leader, présente ses fesses pour que l'autre fasse les gestes, factices bien sûr, de l'accouplement. Et il se fait enculer. Et à ce moment-là, l'autre, c'est son geste de soumission. Voilà. Comment situez-vous le problème de la violence et de la non-violence par rapport à l'inhibition de l'action? Est-elle légitime? La violence, bien sûr. Comment situez-vous le problème de la violence et de la non-violence par rapport à l'inhibition de l'action? Mais la violence et la non-violence... Vous venez d'en parler, l'agressivité, c'est une des résultats. Oui, non, mais c'est une des formes d'agressivité. Il y a d'abord l'agressivité des individus, mais je crois qu'on en a parlé aussi la dernière fois. Ce auditeur n'a peut-être pas écouté. Je crois qu'il y a l'agressivité des individus entre eux, inter-individuelle, la criminalité, si vous voulez. Et puis il y a l'agressivité des États. Et j'ai dit la dernière fois que si l'agressivité inter-individuelle avait considérablement diminué au cours des derniers siècles, des 2/3 très largement, sinon plus, c'est parce qu'on avait appris à parler aux gens et qu'ils ont un langage. Le père Dominici, il avait 45 mots à sa disposition. Et c'est pas lui qui a tué en plus. Bon, enfin, ça ne fait rien. Avant de tuer l'autre, d'être agressif envers l'autre, on peut l'être par une action. Et cette action, c'est le langage. On peut influencer l'autre, le maltraiter même, par le langage. Mais c'est même moins dangereux que de prendre une carabine ou un 22 long rifle et de tirer dedans. Bien. Donc cette agressivité-là, je le répète, elle est strictement humaine. Les animaux ne se tuent pas entre eux, dans une même espèce. C'est le carnage, il est sur toute la planète et dans toutes les espèces entre elles. Parce que chaque espèce est prédatrice d'une autre espèce qui lui sert de nourriture. Mais nous ne sommes pas agressifs quand une ménagère va acheter un beefsteak chez le boucher, il n'en veut pas au bœuf. Bon, et pourtant elle bouffe du bœuf qu'il a bien fallu qu'il meure. Mais ces bons compagnons dont on parlait, ces amis des bêtes, qu'est-ce qu'ils donnent à bouffer? Qu'est-ce qu'il y a sur les étagères des supermarchés? De la viande de malheureux animaux qui n'ont pas eu la chance du bon toutou, du bon chat, et qui donnent à bouffer à l'autre. C'est tout. Donc il faut bien tuer on tue des animaux. Et les abattoirs, ça existe, oui. Eh bien, comment? Bon. Les poissonneries aussi, mais enfin bon. Donc ça, c'est ce qui me choque le plus, moi, c'est que toute cette planète soit un immense charnier, un charnier entre espèces. Mais ce qu'il faut reconnaître aux animaux, c'est que n'ayant pas le langage qui leur donne un alibi logique pour tuer l'autre, parce qu'ils détiennent librement la vérité, que l'autre détient librement l'erreur, puisqu'il n'est pas de votre avis, donc il faut le tuer. Et que dans ce cas-là, c'est une agressivité qui est proprement humaine. Mais il y a l'agressivité des États dont on ne parle jamais. Et cette agressivité-là, et elle a toujours un langage logique pour envoyer au casse-pipe, faire tuer des gens en leur disant que c'est pour l'honneur de la patrie, la défense de leur famille, etc., etc. Bon. Et donc là aussi, c'est une agressivité qui n'est pas décodée sur le plan du comportement humain. Une autre question, pourquoi y a-t-il des instincts qui semblent collectifs? Ils semblent collectifs parce que il y a et des instincts, non, il n'y a rien des collègues. Quand on a défini l'instinct comme j'ai défini tout à l'heure, si on l'accepte, d'ailleurs on ne peut pas faire autrement que l'accepter, je ne vois pas très bien comment, on pourrait le refuser.
c'est-à-dire boire, manger, copuler, c'est évidemment collectif. Parce que si le correspondant ne mange pas, ne boit pas, il ne copule pas, il ne se reproduira pas, donc son espèce s'arrêtera assez rapidement, et lui-même s'arrêtera aussi de vivre s'il ne bouffe pas, s'il fait la grève de la faim. Et c'est ça l'instinct. Le reste, il n'y a pas d'instinct collectif, il y a des apprentissages collectifs d'un comportement particulier. Hein. Et l'autre qui est différent, l'immigré ou le boche ou le crouille ou le viet, etc., il est différent, donc il n'est pas un homme, on peut le tuer, et c'est pas instinctif, c'est un apprentissage. On a appris que le viet c'était l'ennemi, l'algérien c'était l'ennemi, l'allemand, le boche c'était l'ennemi, etc. On voit ensuite le boche devenir le grand ami, etc. Et on fait tuer des millions d'hommes pour ça. Les activités de jeu, les activités ludiques sont-elles aussi instinctives chez les mammifères? Alors, aussi instinctives chez les mammifères, ça sous-tend que c'est instinctif chez l'homme. Je pense que, là encore, ce qu'on appelle l'activité ludique, c'est une exploration d'un espace dans lequel on se trouve, et qui est inquiétant. Si je place des souris sur une planche à trous, pour voir le nombre de trous qu'elles vont explorer. Je peux leur mettre à manger, à boire, et puis même mélanger les sexes. Elles ne mangeront, elles ne boiront, elles ne copuleront qu'après avoir exploré tous les trous. Parce que c'est inquiétant, les trous, qu'est-ce qu'il y a dessous? Alors elles ont l'air de jouer. Et l'enfant qui, à partir du moment où il explore son territoire, toujours à une distance de la mer qui augmente d'ailleurs, à partir du moment où il se sécurise, il voit comment il faut faire, comment on peut contrôler son espace. Il joue, mais les petits animaux jouent pour faire jouer, pour prendre connaissance de l'espace dans lequel ils sont. Et le jeu, c'est ça. Et même d'ailleurs, les jeux d'adultes, hein, c'est une exploitation, une possession d'espace, c'est tout. Et 3 questions concernant l'antioxydant, concernant la lutte contre le vieillissement dont vous avez parlé tout à l'heure, le gamma-OH. Pourquoi y a-t-il un tel tabou autour du gamma-OH? Pourquoi sa forme sous sirop a-t-elle été supprimée? Et que pensez-vous de son utilisation dans la journée? Alors, pourquoi y a-t-il un tel tabou autour du gamma-OH? Premièrement, oui, le gamma-OH est transformé dans l'organisme en CO2, en gaz carbonique et en eau. C'est peut-être la seule drogue non toxique de toute la pharmacopée. C'est un aliment, c'est un corps gras à 4 carbones, hein, à courte chaîne, et c'est comme si on prenait du beurre, si vous voulez, par comparaison. Du beurre naturel. Il a été supprimé sous la forme orale pour de multiples raisons qui sont sociologiques. D'abord, c'était moi qui l'avais trouvé. Alors ça, c'est pas une référence à l'époque. Maintenant, ça va mieux. Enfin, vous n'êtes pas au Collège de France, vous? Voilà. Et un beau jour, il y a une descente de police qui est tombée sur un groupe de jeunes qui fumaient du hashish et la marijuana, toxique, dangereux comme on sait. Et il y avait des bouteilles de gamma-OH. Alors le policier du coin, vous comprenez, OH, hashish, oh, j'ai dit ça, c'est dangereux. On a prévenu tout de suite la santé, et la santé a interdit tout bonnement la vente du gamma-OH. Alors je suis allé défendre mon enfant à la santé. J'ai trouvé d'ailleurs 2 pharmaciens très gentils qui m'ont dit, vous dites, on le sait, quoi, il y a eu des expertises, on sait que ça, on ne peut pas se suicider au gamma-OH, alors au Gardénal, on se suicide, ou avec n'importe quel autre médicament, on se suicide. Vous roupillez, vous dégueulez au besoin avec une dose de bouteilles complète à l'époque. Il y en a 3 ou 6 bouteilles, 48 heures après, vous êtes sain et dispo, hein, ça, bon. Donc on le sait, ils m'ont dit, et seulement... Bon, écoutez, on va le remettre, mais accepter simplement que il faille une ordonnance médicale pour le faire, pour l'avoir. Alors on l'a conservé en ampoule injectable pour l'anesthésie. Puis c'est très simple, et je le dis il suffit de prendre une ampoule et puis de la mettre dans un verre de jus de fouet et de l'avaler. C'est pas... Et voilà comment, sociologiquement, vous ne trouverez jamais dans le Vidal une rubrique euphorisant. Tu n'avais pas le droit d'être heureux, c'est pas possible. Alors le gamma-OH, ça rend heureux. Je t'assure que j'ai pas besoin de ça pour copuler, mais j'en prends 1 ou 2 fois par semaine parce que je suis bien. Il y a une relaxation musculaire complète. On sent la chaleur dans les jambes et c'est très agréable comme sensation. C'est euphorisant, c'est vrai. Vous auriez pu avoir pratiquement le soutien de Michel Debré là pour sa libre diffusion à ce médicament. Vous savez, c'est celui qui est pour le repeuplement.
Oui, alors là, je n'avais pas pensé à ça. Ça m'amuse d'ailleurs, parce qu'il y a des arguments, je le dis aux auditeurs qui nous écoutent, on aura d'ailleurs peut-être l'occasion de leur dire, parce que c'est un argument que j'ai donné dans Copernic. Il n'y a pas changé grand-chose. On vous dit, bien sûr, et je comprends que vous soyez inquiets, nous ne faisons plus suffisamment d'enfants, et bientôt il n'y aura plus suffisamment d'adultes, puisque c'est les enfants qui font les adultes. Il n'y aura pas suffisamment d'adultes pour payer la retraite des vieux. Alors tous ces vieillards qui vont s'accumuler, ils vont vivre dans la misère, parce qu'il n'y aura plus d'adultes productifs, comme on dit. Bon, ce qu'on oublie de dire, c'est que chez les adultes, ça fait des vieillards. Donc, si on fait plus d'enfants, il y aura plus d'adultes, plus de vieillards. Donc, il faudra toujours baiser. On s'arrête à plus de baiser si on veut avoir la retraite des vieux. C'est le genre de logique à la noix, vous comprenez, qui me... J'aime beaucoup ça. Sans parler de tous ces gens qui font les enfants parce qu'ils n'aiment pas assez les chiens. Voilà. Radio Libertaire 89 5, téléphone 262 90 51. En compagnie d'Henri Laborie, on en arrive un peu à la fin de cette émission, puisqu'il nous reste quelques 13 minutes. Je voudrais signaler que nous en sommes à peine au tiers quant à l'évocation du livre La Nouvelle Grille, qui était le sujet de ce soir. Mais naturellement, on est loin d'en avoir fait le tour, même de ce tiers en question. C'est une somme de... Bon, c'est un livre un peu conséquent, enfin quelques 350 pages. Et c'est une somme politique, économique, sociologique, j'en oublie? Non, je crois que psychologique aussi. Non, c'est vrai, je n'ai rien à enlever depuis 15 ans à ce bouquin, 10 ans, 15 ans. Si je prends au hasard, ou presque, l'un des titres de chapitre, celui de démocratie et de notion de pouvoir, et que je vous demande de bien vouloir le résumer. Si je m'en souviens plus, moi je l'ai pas lu depuis cette époque, vous savez. Oui, enfin, bien sûr, vous avez changé d'opinion oui, non, je n'ai sûrement pas d'opinion. Pouvoir, j'en ai parlé à l'instant. Vous commencez par définir, je vous le rappelle peut-être, ce qu'est la démocratie. C'est le pouvoir par le peuple. Et vous posez tout de suite une première question. Qu'est-ce que le peuple, si c'est le plus grand nombre? Sûr. Bon, alors là, oui, alors ça, oui. Oui. Non, mais j'essaie de sortir des slogans habituels, enfin, des tartes à la crème habituelles. La bourgeoisie, la définition marxiste a été valable pendant un certain temps. La bourgeoisie, c'est les bourgeois possédaient les propriétés privées, la propriété privée, les moyens de production, d'échange, et le travailleur, le prolétaire avait sa force de travail. Bon. Ça a changé? Oui, parce qu'actuellement, la force de travail, ça dépend il faut la définir, sa force de travail, et définir le travail. Le travail, je le définis à partir de la physique, jusqu'à la sociologie. Mais il n'est pas forcément seulement thermodynamique, le travail... Mais justement, il est pas thermodynamique. Alors, tu as dû rentrer l'information dont je parlais tout à l'heure. On est bien d'accord, donc on peut toujours parler de force de travail, non? Que l'on loue finalement à des gens qui, eux, sont propriétaires des moyens. Mais écoutez, vous savez, je fais partie de l'éthique, je ne veux pas d'ailleurs en parler. Il y a le comité de l'éthique qui vient d'être... Je vous interrogerai là-dessus, sur ce comité d'éthique. Oui, non, je ne veux pas parce que je n'ai pas le droit de parler pour moi dans un comité qui contient des quantités de gens... Non, mais vous pourrez parler de vous quand même. Non, mais alors justement, c'est ce que je voulais dire. Tout à l'heure, l'autre jour, nous avons discuté, par exemple... Nous avons discuté, par exemple, de ce qu'on appelle des maires des maires de louage. Vous savez qu'on loue l'utérus, etc. Bon, alors... J'ai essayé de... Je n'ai pas créé de scandale du tout, d'ailleurs. Enfin, j'ai essayé de créer quand même en disant que finalement, louer son utérus, c'est pas ça qui m'intéressait, qui me choquait. On a loué les seins des nourrices, et que nous-mêmes, et j'en arrive à ce que vous disiez, nous louons tous les jours, notre cerveau, qui est notre organe, ni plus ni moins noble que l'utérus. Nous le louons soit à un patron, soit à l'État. Donc finalement, dans un monde marchand, tout se loue, tout s'achète. Et ce qui m'ennuie, c'est l'intermédiaire qui pourrait gagner l'argent en louant l'utérus d'une femme. Et c'est le troisième homme oui, d'accord. qui me gêne. Le gynécologue en général. Voilà.
C'est celui-là qui me gêne. Sans ça, je n'entre pas dans le détail parce que c'est très très complexe. Et là, vraiment, les problèmes qui se posent sont extrêmement nombreux. On soupçonne à peine. Hein, qu'on commence à peine à soupçonner. oui, non, mais déjà, ce qu'on a en main, ceux avec lesquels on peut faire, déjà, sont très complexes dans les modes de réalisation, etc. Donc, ce n'est pas la peine d'en parler d'ailleurs. Normalement, on devrait pouvoir en parler. Il y aura des conférences publiques par le comité de l'éthique pour mettre au courant les gens qui voudront être mis au courant, parce que c'est ça, la transmission de l'information et du savoir. C'est dire aux gens, ça se passe comme ça, on sait comme ça, on sait... Bon, et les mettre au courant. Si c'est simplement le comité d'éthique qui décide, ça n'a aucun intérêt. C'est pas... Donc il faut que la presse le sache et qu'il puisse le transmettre. Mais cette distinction entre le prolétariat et la bourgeoisie, actuellement, vous avez des gens qui ont un pouvoir social, pas un pouvoir économique, je ne crois pas, mais enfin, qui ont un pouvoir social, qui sont récompensés par l'utilité qu'ils représentent et leur efficacité dans un système marchand. Et ces gens-là, ils travaillent, PDG travaille, l'ingénieur travaille. Hein. Seulement le travail qu'il fait est un travail qui est de manipuler de l'information et pas d'utiliser ses bras ou sa force musculaire. Bien, faudrait-il encore, je répète, définir le travail. Nous aurons peut-être l'occasion, dans les 3 jours qui nous restent, d'en reparler. Le travail, c'est quelque chose qu'on comprend très bien, ce que c'est à partir de la biologie et même de la physique. Alors, cette distinction, au début, m'amène à montrer justement... C'est pour ça que j'avais écrit un petit livre que je n'ai pas retenu, mais qui m'a été demandé à l'époque par la CFDT, par Rosan Vallon en particulier. La Société informationnelle. On reprend maintenant le terme... Idée pour l'autogestion. Hein. Oui, idée pour l'autogestion. Et maintenant, on reprend le terme. C'est moi qui l'ai créé, Société informationnelle, il y a, je sais pas, 15 ans maintenant. Et c'est ça, on ne peut pas voir le travail informationnel, et nous sommes en train de quitter une société industrielle thermodynamique pour une société d'information, et pas de l'information des masses médias, je le répète, de la mise en forme, et de la connaissance de ce qui permet de mettre en forme. Vous parlez, c'est dans la Nouvelle Grille qu'on le trouve, ça, et vous rappelez à ce propos ce livre, Idées pour l'autogestion, enfin la société informationnelle, de l'organisation d'un organisme sur le plan moléculaire, cellulaire. Logique. Oui. Je préviens d'ailleurs que c'est une simple analogie qui me semble qui est utilisée par des savants d'ailleurs très sérieux. Oui, entre le corps social et le corps humain. Voilà. Bon. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où vous pensez par niveau d'organisation, comme j'en ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire que vous partez du niveau atomique, moléculaire, cellulaire, organique, etc., vous arrivez, il n'y a pas de raison de vous limiter dans ces processus d'organisation à un niveau particulier. Vous arrivez forcément à partir de l'individu, au groupe social, aux États, jusqu'à la planète, à l'espèce sur la planète. Bien. Alors, ce qui frappe dans l'organisme, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie de pouvoir. Je n'utilise même plus le terme maintenant, et je l'ai abandonné depuis la Nouvelle Grille, de hiérarchie de fonction. Parce que déjà, le terme de hiérarchie a une connotation de valeur qui fait qu'il y a quelque chose qui est mieux que l'autre. C'est pas vrai. C'est un mot qui a une histoire. La majorité des gens, même les physiologistes, ont été tellement sociologiquement engrammés par cette idée qu'ils ont parlé jusqu'à une époque récente, et peut-être encore, d'organes nobles et d'organes roturiers. Le cerveau et le cœur étaient des organes nobles. Le foie, l'intestin, des organes roturiers. Bon, on vous enlève le foie, 2 minutes après, il n'y a plus personne. Le cerveau, on peut arriver à vous faire vivre pendant plusieurs années sans cerveau. On s'occupe de vous. Sans foie, c'est pas possible. Bon, donc la roture, c'est encore un jugement de valeur, là. Or, dans un organisme, il n'y a pas de hiérarchie, et tout le monde concourt à la même finalité. C'est ça qui est important à comprendre. C'est-à-dire que le gros orteil, l'intestin, la vessie, le cœur, le cerveau ne commande pas, il ne fait qu'obéir. L'ensemble des cellules, des milliards de cellules qui constituent un organisme, sont dans un état de bien-être ou de mal-être.
s'ils sont en état, c'est-à-dire leur équilibre biologique, l'eau dans laquelle ils se trouvent baignés a des variations qui dépassent celles qu'ils devraient avoir. C'est ça, c'est un système des systèmes qui s'interpénètrent. Exactement. Et le cerveau, collabore à l'ensemble. Ce cerveau reptilien dont nous avons parlé à plusieurs reprises est prévenu immédiatement des besoins de l'ensemble cellulaire. Et il est chargé parce qu'il reçoit d'autres informations par les sens, par les organes des sens, d'autres informations sur ce qui se passe dans son environnement. Il est simplement chargé de transmettre aux muscles qui vont permettre l'action sur cet environnement, il est chargé simplement d'informer ces muscles de telle façon que l'équilibre biologique soit rétabli. C'est tout ce que fait un cerveau. Il obéit, c'est tout. Et qui connaît un peu Proudhon et le fédéralisme libertaire, donc sans État, ayant la commune comme cellule de base, ne peut qu'être frappé par une certaine analogie. Je n'ai pas lu Proudhon, je le regrette d'ailleurs. Vous avez lu Bakounine? Oui, j'ai lu Bakounine. Il y a longtemps, mais je l'ai bien lu. Oui, mais c'est une analogie. Mais effectivement, c'est une analogie valable parce que elle est basée sur une structure. C'est-à-dire sur l'information, et l'information est la même. Vous avez toujours des éléments qui sont les individus, qui sont réunis ensemble par certaines relations. Ces relations, elles sont par l'intermédiaire de l'action, du langage, qui est une action, je répète une fois de plus, mais c'est toujours une relation. Or, on appelle les hormones des messagères chimiques. Elles mettent en relation les différentes cellules de l'organisme, parce qu'elles ont une structure dans l'espace qui leur permet d'avoir un système de décodage au niveau de tel groupe cellulaire qui va être sensible à leur action. Et finalement, l'ensemble de l'organisme fonctionne pour le maintien, pour salaire finaliste, de telle façon, mon œil n'est pas fait pour voir, mon œil est programmé de telle façon, c'est-à-dire qu'il est structuré, il est fait de telle façon qu'il permet à l'organisme, qui est le mien, de voir. Et c'est ça. Donc la finalité, j'aime pas dire parce que c'est encore de l'Aristote, ça, c'est le principe de... Écoutez. Si vous voulez, pour qu'un organisme fonctionne correctement, il faut que tous les éléments, à chaque niveau d'organisation, depuis la molécule jusqu'à l'organisme entier, ne soient structurés, ne fonctionnent que en ayant pour résultat le maintien en vie de cet organisme. Et pour un organisme social, c'est pareil. Malheureusement, entre l'individu et l'espèce, il y a les États, il y a les groupes sociaux, il y a les États. Il y a donc des structures qui vont essayer elles-mêmes de se maintenir en vie, c'est-à-dire de maintenir leur organisation telle qu'elle est, et qui finalement vont se battre, se détruire, pour établir leur dominance. Henri Laborie, merci. On vous retrouve mercredi prochain, même heure, le 31 octobre, de 20h à 22h, avec Éloge de la fuite. Voilà un titre qui, je l'espère, va intriguer nombre d'auditeurs qui ne vous ont pas lu. Bonsoir.